L'échiquier, symbole du monde et de ses orientations cardinales, est le lieu où l'homme accomplit son destin. Il est aussi le symbole des luttes fratricides qui opposent et appellent à réconcilier l'ombre et la lumière sur les différents plans de la scène cosmique. Combien d'hommes cherchent l'esprit à travers l'échiquier noir et blanc de leur propre vie, comme il en est du temple. En y jouant, la femme et l'homme méditent. Ils contemplent comme on contemple certains bas-reliefs sculptés sur le porche central d'une cathédrale. Et parfois, le jeu quitte la table pour apparaître dans les lieux sacrés. Comme à la cathédrale Notre-Dame de Chartres, où une verrière médiévale montre deux hommes penchés sur un échiquier. Un jeu qui trouve étrangement sa place au cœur même d'un édifice religieux. Comme si le damier avait été reconnu non comme un divertissement, mais comme une figure de l'ordre du monde. Ici, le jeu ne distrait plus, il veille sur l'ordre moral universel, car le blanc et le noir de l'échiquier, qui s'impose à partir de l'époque médiévale, ne sauraient être dus au hasard. Ils évoquent les deux grands luminaires de l'œuvre, le soleil et la lune. Au premier degré, l'échiquier peut apparaître comme un système de contraintes de toute nature, la partie d'échec comme un combat spirituel entre le bien et le mal. Pourtant, dès l'ouverture du jeu, un signe nous est donné. Dans un premier temps, nous comprenons très bien que le blanc, ce sont les forces de lumière qui sont en chacun d'entre nous, et la couleur noire, ce sont les forces des ténèbres, les forces de régression, bien entendu, que nous portons en nous-mêmes et qui sont dans le monde. Il y a cependant une autre dimension du noir et du blanc sur lequel j'ai insisté assez fortement dans mon livre. C'est que nous pouvons dire aussi qu'il y a une métamorphose qui peut et qui doit s'opérer entre le blanc et le noir. Et dans ces conditions, nous pourrions considérer que la couleur blanche, c'est la couleur ordinaire du jour. Je me lève le matin avec ma conscience ordinaire, ma conscience psychologique, la conscience de ma personnalité. Il faut se souvenir que le mot personnalité vient du grec, persona, le masque, et tant que ma personnalité n'est pas transformée, transfigurée, au sens le plus alchimique du terme, elle est un masque au regard de l'esprit. En d'autres termes, la conscience avec laquelle je me lève le matin et avec laquelle je me couche le soir, c'est ma conscience ordinaire. Le blanc, dans ces conditions, devient une couleur de la lumière ordinaire du jour, qui est une ténèbre d'un certain point de vue. Et dans ces conditions, la couleur noire, c'est le monde de l'occulte, c'est le monde spirituel qui est fermé à mes propres yeux. Tant que je n'ai pas transfiguré ma nature ordinaire humaine, le monde de l'esprit est une ténèbre. Et c'est ça aussi la couleur noire. C'est la raison pour laquelle au jeu d'échecs, c'est très profond, au début du jeu, le roi blanc, il est sur une case noire. C'est-à-dire que la réalité profonde et spirituelle de moi-même, au début du jeu d'échecs, elle est enténébrée, elle est occultée. Le jeu d'échecs apparaît alors comme le symbole par excellence du combat spirituel mené par l'homme de lumière. Le combat échiquien, du blanc et du noir, n'est donc pas celui d'une confrontation brutale et irréductible entre des forces opposées, mais celui d'une métamorphose alchimique, d'une transmutation entre des pôles appelés à se féconder mutuellement jusqu'à leur conjonction. C'est dans cet esprit que les acteurs du jeu cessent d'être de simples adversaires pour devenir de véritables partenaires. Le roi blanc et le roi noir ne peuvent jamais s'approcher l'un de l'autre, comme si la résolution ultime de la dualité du blanc et du noir, du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, devait s'opérer à un autre niveau, impliquant la participation consciente de l'être humain. C'est dans cette perspective que prennent sens la responsabilité de l'homme et l'apprentissage de sa liberté dans la réalisation du mat sur l'échiquier terrestre. Dès lors, une question demeure. Quelle est la force rédemptrice capable de triompher des ténèbres et du mal, de transmuter le noir en blanc? Sous l'égide de la Sophia, comment imaginer que cette force ne soit autre chose que l'amour? Le roi blanc, principe solaire, symbolise le logos, énergie masculine qui offre structure et clarté au réel. Le verbe originel engendré par l'esprit avec lequel il demeure uni. Il est l'ouvrier au service du Père, le Christ, au nom duquel s'accomplit le combat de la lumière et des ténèbres. Dans cette perspective, la dame est sa parèdre,
l'âme universelle, principe lunaire, féminin initiateur, la Sophia céleste tissée d'esprit. Inaltérable, immortelle, mais encore occultée. C'est en son nom que se livre le combat du blanc et du noir sur l'échiquier intime de notre âme. Tout est nombre et pur symbole dans le jeu d'échecs. François Rabelais compare le cheminement des 5 pièces principales à une œuvre musicale, qui semble indiquer avec autorité le lieu où chaque pièce doit se placer. Dans Gargantua, l'œuvre de Rabelais, les échecs prennent place au cœur d'une journée idéale d'éducation humaniste, aux côtés de la musique, de la lecture des anciens et de la conversation philosophique. Le jeu devient alors un exercice d'accord intérieur, destiné à former un esprit libre, capable de saisir les enjeux de l'âme du monde, l'ordre cosmique, les archétypes fondamentaux. Ces figures ne parlent pas seulement à l'intellect conscient, elles mobilisent des archétypes enfouis dans l'inconscient humain, comme si le jeu réveillait en nous une mémoire symbolique universelle. Alors en effet, ce cheminement de cette transformation, cette transmutation alchimique même du noir et du blanc, ne peut s'opérer par un coup de baguette magique. C'est tout le chemin spirituel, c'est tout le chemin d'initiation de l'homme, de passage de l'homme ordinaire et du vieil homme, selon les propos de saint Paul, en l'homme nouveau, en l'homme intérieur qui demande un être, et qui est le Graal de la condition humaine. Et les 5 pièces majeures du jeu d'échecs, ils symbolisent ce parcours-là, ce chemin. Sur le damier, le roi se doit de demeurer, autant que possible, immobile en son royaume. Cette immobilité relative, en comparaison avec la mobilité des autres figures, n'est-elle pas paradoxalement le signe de la permanence intangible de l'esprit dans le monde ? Contrairement au roi et à la reine, révèlent du monde de l'esprit, les autres pièces conduisent l'homme dans les règnes et les éléments de la nature. Le fou renvoie à la nature humaine, le cheval au règne animal et au végétal qui le substante, la tour au règne minéral. Le jeu devient alors un théâtre discret où la nature tout entière est convoquée dans le travail de transformation. La tour, au fond, ce sont les forces de volonté en moi-même que je dois métamorphoser et que je dois mettre au service de mon moi réel, de mon moi profond, et non pas d'un moi égoïste, n'est-ce pas? Le cavalier, ce sont les forces de la connaissance. Depuis toujours, le cavalier a toujours été considéré comme une force de connaissance. C'est Pégase, dans la mythologie grecque, c'est Pégase dont on a dit que d'un coup de sabot, il fit jaillir la fontaine d'Hippocrène, qui était la source d'inspiration des poètes. Et c'est la raison pour laquelle, dans le jeu d'échecs, le cavalier est la seule pièce qui peut surmonter les obstacles, passer d'une pièce à l'autre, au-delà même des pièces, parce qu'il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas d'évolution spirituelle sans le passage de seuil. Le chevalier, le cavalier, c'est celui qui peut passer un seuil d'un monde à l'autre, du monde profane et extérieur au monde intérieur. Mais à mesure que l'on progresse vers l'épilogue de la partie, la mobilité du roi s'accroît par nécessité, comme si l'esprit lui-même devait alors s'exposer davantage pour accomplir l'œuvre. Pièce maîtresse sur l'échiquier par l'amplitude de son mouvement et épouse du roi, la dame est médiatrice et révélatrice. Telle Isis, elle apparaît comme la gardienne des secrets et l'initiatrice de l'homme sur le damier. Son nom même souligne le rôle de la féminité initiatique, rappelant que la connaissance véritable ne s'accomplit pleinement que dans l'amour. Elle est la pièce la plus puissante du jeu. Dans le symbolisme de l'échiquier, le roi et la reine représentent ainsi 2 aspects d'une même réalité divine. Le roi symbolise l'axe autour duquel la création s'organise et s'accomplit. Il incarne le lien essentiel entre le monde spirituel et le monde temporel, entre l'esprit et la société des hommes. La reine, quant à elle, symbolise la création elle-même, fécondée par l'esprit, mais toujours en devenir. À bien des égards, le combat qui se déroule sur le damier est la transposition d'un tournoi dont l'enjeu ultime est l'amour de la dame. Beaucoup de regards sont tournés vers elle. Avec le roi, il forme l'androgyne primordial, une unité parfaite où matière et esprit ne sont pas séparés. Aux côtés du roi et de la reine, une 3e figure humaine complète un triangle d'or,
les trois acteurs d'un drame cosmique universel, le fou. Dans les cours médiévales, le fou est le seul à pouvoir dire vrai sans perdre la tête. Il symbolise l'homme ayant achevé sa révolution intérieure, celui qui a traversé les ténèbres pour accéder à la lumière. Le fou, il symbolise les capacités spirituelles de l'homme éveillé. C'est tout de même un paradoxe de voir que au jeu d'échecs, le fou, d'ailleurs, on considère que c'est l'homme éveillé. Il est à côté du roi dans la disposition des pièces parce qu'il est le conseiller du roi, mais il y a aussi un autre fou qui est à côté, à 2 pas, si je puis dire, de la reine, parce qu'il est amoureux de la reine. Le roi, c'est le symbole de l'esprit, et la reine, c'est le symbole de l'amour, n'est-ce pas? Donc, il y en a toute une progression de l'extérieur vers l'intérieur, des forces de volonté, symbolisées par la tour, que je m'emmène au service de mon moi réel. Pour cela, j'ai besoin de la connaissance supérieure, qui est symbolisée par le cavalier. Je dois mettre ces forces de volonté et ces forces de connaissance supérieure au service de mon moi profond pour devenir un homme éveillé, et c'est cela que symbolise le fou, et je vais pouvoir découvrir le moi réel, le moi spirituel en moi-même et dans le monde, qui est symbolisé par le roi, et le roi, il est une unité avec l'amour de la dame. Les pions seraient-ils alors l'avant-garde silencieuse du cheminement spirituel de l'homme ? Dès l'origine, le pion est assimilé au fantassin, au paysan, à l'homme sans titre ni privilège. Sa promotion, lorsqu'il atteint l'extrémité de l'échiquier, constitue une anomalie symbolique majeure. La promotion du pion devient alors le symbole de cette participation humaine au dénouement de la partie. Tout semble nous indiquer que c'est à l'humanité tout entière qu'il revient d'achever le travail engagé dans le monde spirituel. L'homme ordinaire peut devenir autre chose, accéder à une dignité nouvelle. Toute l'histoire du jeu repose sur cette promesse silencieuse, l'élévation est bel et bien possible. Les 5 pièces majeures constituent les marches essentielles de cette ascension intérieure par laquelle l'homme s'élève progressivement, jusqu'à l'accomplissement spirituel total. Aux échecs, le mat marque l'arrêt absolu. Le roi est immobilisé, il n'y a plus d'issue, plus de coup possible, le temps se suspend, la partie est terminée, amenant une terrible question existentielle. C'est la mort est-elle la fin de tout? Ou est-ce que c'est un passage? Et dans quelles conditions y a-t-il une survie possible de l'homme après la mort? Dans quelles conditions? Le jeu d'échecs nous dit très clairement la chose suivante, c'est que si vous ne cultivez pas ici et maintenant le monde spirituel, vous ne le retrouverez pas non plus de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle, depuis la nuit des temps et depuis l'antique Égypte, l'abeille a toujours été considérée comme le symbole du cheminement spirituel. Que fait l'abeille? Elle cultive son miel durant l'été, c'est-à-dire quand il fait jour, pour avoir sa réserve de miel durant l'hiver. Eh bien, c'est cela que nous devons faire. C'est à cela que nous engage le jeu d'échecs. C'est-à-dire à cultiver ici et maintenant, pendant qu'il fait jour, durant ma vie, le miel de l'esprit, pour pouvoir le retrouver de l'autre côté, après le passage du seuil de la mort. Longtemps réservé aux cours, au palais et au monastère, le jeu d'échecs fut considéré comme un art de gouverner autant qu'un exercice de l'esprit. De Charlemagne au calife abbasside, des princes de la Renaissance aux souverains éclairés, ils formaient le regard, le jugement et la capacité à décider. À Bagdad, déjà au IXe siècle, durant l'âge d'or de la culture abbasside, le calife Haroun al-Rachid faisait installer des échiquiers au cœur même de sa cour. On y jouait après les conseils politiques, comme pour éprouver, dans le silence du jeu, la justesse des décisions prises à haute voix. On disait qu'un roi incapable de tenir un échiquier ne saurait tenir un royaume. Le mot échec désigne ainsi ce jeu royal qui conduit l'homme de lumière vers son accomplissement dans le mat. Mais il a aussi pris, dans notre langue, le sens d'une défaite, celui d'échouer face au but que l'on s'était proposé d'atteindre. Comme il en est du roi couché sur l'échiquier, offert au regard, dans ce qui semble être le signe ultime de la défaite. Dans l'iconographie médiévale, les rois défunts sont souvent représentés allongés, mains jointes, couronne encore posée sur la tête. Le pouvoir n'a pas disparu, mais il est rendu. Le roi maté lui ressemble, il n'est pas détruit, il est immobilisé.
Il y a par exemple une très belle peinture, une fresque que j'ai reprise dans mon livre, qui représente le combat de l'homme avec la mort. C'est tiré d'une fresque d'une église de Täby en Suède. Et c'est ce motif-là du combat avec la mort qui a été repris, par exemple, dans le très beau film d'Ingmar Bergman, Le Septième Sceau. Dans Le Septième Sceau, que voyons-nous? Nous voyons un chevalier qui rentre de croisade, manifestement fatigué par le temps, par l'usure de la croisade, mais qui a gardé cette fraîcheur intérieure et ce goût de la découverte. Et c'est à ce moment-là qu'il voit apparaître auprès de lui la mort. Et elle vient lui proposer une partie d'échecs. Elle lui dit, voilà, je viens te chercher. Mais elle lui dit, si tu arrives à me combattre et à me vaincre, alors je te laisserai du temps. Et donc nous voyons ce combat du chevalier contre la mort, avec cette question fondamentale, est-ce que la mort est la fin de tout, ou est-ce que c'est en elle que réside le secret de l'être qu'on appelle Dieu d'une certaine façon. Le jeu d'échecs est ainsi un éloge à la liberté qui se conquiert progressivement par la connaissance et qui s'achève dans le mat, la victoire. Car c'est bien le mat qu'il faut viser sans relâche. Là est le but, la lumière secrète qui brille au fin fond de la nuit. Le véritable trésor que l'être humain ne doit jamais cesser de chercher. Alors seulement il pourra régner sur le tout, c'est-à-dire sur lui-même. Dans le tarot, étrangement, le mat ne désigne pas la fin. Il est l'arcane sans nombre, celui qui échappe à l'ordre établi. Celui qui ne triomphe pas, mais qui marche, se plaçant au début ou à la fin du jeu. Sur certaines cartes anciennes du tarot de Marseille, le mat avance sans regarder derrière lui, un baluchon sur l'épaule, parfois mordu par un chien. Il n'a ni trône, ni armée, ni royaume à défendre. Alors le mat, nous pouvons effectivement, pour prendre comme fil d'Ariane, c'est la 22e lame du tarot, c'est-à-dire l'accomplissement d'un cycle de vie, d'ailleurs de 3 cycles, puisqu'il y a 3 x 7, 21, qui vont s'accomplir dans le nombre 22, qui est le mat, qui est donc la perfection d'un cycle de vie, et qui est la perfection de l'homme parfaitement réalisé. Le mat, c'est au fond l'initié, dans tous les sens du terme. Le mot initié dit tout simplement renouveler intérieurement. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le fou du jeu d'échecs est aussi le mat. Le fou du jeu d'échecs, c'est le mat du jeu de tarot. Et c'est très intéressant de voir que le fou du jeu d'échecs, il a une incision du crâne. Que signifie cette incision du crâne? C'est comme un coup de Damas. C'est-à-dire que quand on dit de quelqu'un qu'il est un peu dérangé, qu'il pense différemment, on dit « Ah, cette personne, il est un peu fêlé, n'est-ce pas ?» Le fou du jeu d'échecs, il n'est pas fêlé au sens ordinaire du terme. Il a reçu un coup de Damas au sens de saint Paul, c'est-à-dire le tranchant de l'épée. C'est-à-dire le verbe est venu frapper l'homme, le sommet du crâne de l'homme, et c'est cela le mat. Il est très intéressant de voir que lorsque nous naissons, nous avons une petite ouverture au sommet du crâne, la fontanelle, et que cette ouverture, elle se referme très vite aux environs de la 3e année. Et donc, c'est comme si l'homme, prenant de l'âge, il s'enfermait en lui-même, il s'emprisonnait, il se matérialisait, il se coupait du monde spirituel. L'évolution de l'homme, l'évolution spirituelle, ça consiste au fond à réouvrir spirituellement ce que la nature a refermé en nous, à réouvrir spirituellement cette fontanelle, et c'est cela le sens profond de l'incision du crâne du fou. Le mat du jeu d'échecs, c'est l'initié, c'est l'homme transfiguré, c'est le mat aussi du tarot, bien entendu.